Bonjour et bienvenue dans Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode de la deuxième saison du podcast Mon Cheval Professeur. C'est un épisode vraiment spécial, un épisode aussi que j'avoue je repousse depuis longtemps. C'est l'épisode où je vais vous parler de mon histoire avec Forest. Et parce que je n'aime pas parler toute seule, j'avais besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne me poser des questions. J'ai donc invité ma bonne amie Marie-Hélène Gauthier à venir prendre ma place et me poser des questions afin que je puisse vous raconter cette belle histoire, cette douloureuse histoire aussi avec Forest, avec mon cheval professeur, celui qui a en fait inspiré ce podcast. Mais avant de vous laisser avec l'épisode qui j'espère va vous plaire, je voulais faire un petit point sur l'avenir du podcast. Je voulais aussi m'excuser de ne pas avoir publié d'épisode depuis aussi longtemps. Alors il y a plusieurs raisons à ça, plusieurs événements dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai eu moins le temps ces derniers mois. Mais aussi j'avais besoin de prendre un petit peu de recul sur les premiers épisodes que j'ai publiés jusqu'à présent. Je vois ça un petit peu comme une saison de test, une saison pilote, et qui m'a permis de réfléchir à ce que je voulais changer, ce que je voulais modifier pour avoir un résultat final qui était plus proche de mon intention de départ, ou en tout cas de ce que j'ai envie de vous livrer. Donc il y a plusieurs changements qui vont avoir lieu, je vais essayer de vous les expliquer rapidement. Le premier changement, c'est que je ne publierai plus d'épisodes bonus. Et je ne publierai plus non plus les vidéos au complet sur YouTube. Donc je vais publier l'épisode sur YouTube, mais ce sera juste la trame sonore. Il y aura plus la vidéo, enfin il y aura plus les deux petites têtes qui se parlent, quoi. Il y aura vraiment juste le son, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps au montage. La deuxième chose qui va changer, c'est que je ne veux plus m'engager sur une fréquence. Je m'étais mis beaucoup de pression en voulant faire un épisode par semaine, mais il faut savoir que le podcast, moi, c'est un projet passion. Un projet qui est complètement hors de tout objectif financier. Je veux faire ce projet parce que c'est un projet de cœur, mais à côté de ça, j'ai un travail, j'ai même un business en plus de mon travail, j'ai ma vie privée, etc. Donc il faut que ça reste plaisant pour moi de le faire, et il faut aussi que ça s'intègre dans ma vie qui est déjà très chargée. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, il faut que ça reste le fun pour moi de l'enregistrer, et le fait de me forcer à avoir une fréquence, c'était un petit peu trop de pression. Donc les épisodes vont sortir au fil de mes rencontres, au fil des histoires qui arrivent à mes oreilles. Donc les épisodes, ce sera un peu comme des petites surprises qui vont popper dans votre feed Instagram et dans votre feed d'applications de podcast. Mais voilà, je veux plus m'engager sur une fréquence. Et enfin, l'autre changement, il est plutôt sur la ligne éditoriale. J'ai envie d'aller beaucoup plus profond, beaucoup plus intime dans les entrevues. Je me suis rendu compte que dans certaines entrevues que j'avais publiées, on passait beaucoup de temps finalement à résumer de façon assez factuelle le parcours de la personne que j'interviewais. Et finalement, on touchait les sujets très intimes, très profonds, plutôt sur la fin de l'épisode. Mais moi, je veux ça pendant tout l'épisode. Donc, c'est à moi de changer ma façon de faire. C'est à moi de mieux travailler mes entrevues aussi. Mais j'ai envie de réorienter un tout petit peu la ligne éditoriale. Mon ambition, mon intention plutôt reste la même, celui de vous partager des histoires de personnes qui se sont laissées transformer par leurs chevaux. Mais j'ai envie qu'on découvre ces apprentissages-là de façon plus profonde et plus intime. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet épisode que je vous laisse découvrir tout de suite. S'il vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Allô Marie-Hélène, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui et de te donner ma place, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui vas poser les questions. Allô Marie-Hélène. Allô Astrid, je suis vraiment contente d'être ici. Merci de me donner cette chance-là de jouer ton rôle aujourd'hui. Quel bonheur d'être ici avec toi pour parler de toi et surtout de Forest et du parcours que vous avez fait ensemble. Astrid, j'aimerais que tu me parles de Forest. Comment Forest est entré tout d'abord dans ta vie? Qui est Forest? J'ai envie de l'entendre dans tes mots à toi.
Qui est Forrest? Forrest, ça a été mon premier cheval. En fait, ça a été mon seul cheval jusqu'à présent. C'était un cheval qui a eu plusieurs vies avant moi. J'ai vraiment envie de me concentrer sur ce qu'il a été dans le dernier segment de sa vie. Son parcours avec toi. Ouais, j'ai pas du tout envie de parler de... Enfin, je vais être très brève sur ce qu'il a été avant, parce que déjà, je le connaissais pas. Mais moi, Forrest, je l'ai rencontré... c'était un cheval que je montais au centre équestre. C'était un cheval qui avait 17 ou 18 ans à l'époque déjà. Et que je trouvais gentil. J'avais une espèce de connexion avec lui. Faut s'imaginer un centre équestre, on monte pas toujours le même cheval, et quand il était attribué à quelqu'un d'autre, je me souviens toujours aller le voir et dire lui c'est le plus gentil. Et des personnes qui le connaissaient à l'époque l'auraient sûrement qualifié de plein d'autres mots et appellations autres que gentil. Mais moi, c'était vraiment ça qui me sautait aux yeux. Et pourtant, je l'ai vu mettre des jeunes filles par terre plusieurs fois là, pendant des cours. Mais voilà, Forrest entre dans ma vie comme ça, un cheval de centre équestre. Comment il est arrivé, comment je suis devenue sa propriétaire ou sa gardienne, c'était vraiment un concours de circonstances. On dirait que ça m'est un peu, c'est arrivé de façon très rapide. En fait, moi, je montais à cheval dans un centre équestre. Ça faisait combien de temps tu montais à cette époque-là? Ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans. OK. Donc, tu étais dans le début de ta vie de cavalière. Ouais. Moi, quand j'ai acheté mon premier cheval, j'avais jamais douché un cheval, j'avais jamais emmené un cheval brouter, j'avais jamais fait des bandes de repos. Enfin, j'y connaissais vraiment rien quand je l'ai acheté. Et en fait, il y a eu la crise de la Covid une longue période pendant laquelle j'ai pas pu monter à cheval, j'ai pas pu aller au centre équestre. Et c'est aussi une période qui a été assez douloureuse pour moi, où j'ai fait une dépression, j'ai été en arrêt de travail. J'ai dû vraiment toucher le fond à ce moment-là pour vraiment aller beaucoup mieux après, pour vraiment comprendre tous les mécanismes de défense que je traînais dans ma façon d'agir au quotidien depuis des années, et pour commencer à casser tout ça et à me reconstruire complètement. Donc ça a été une période qui, maintenant je la regarde, a été extrêmement bénéfique sur ma vie. Mais c'est sûr que ça a été quelques mois qui ont été difficiles. Tu sais, il y a des journées où je sortais pas du lit, où j'étais même pas capable de prendre une douche. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale ou été au contact de personnes qui ont des problèmes de santé mentale savent à quoi ça ressemble, la dépression. Et j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas été très long. Mais par contre, quand je suis sortie de cette période-là, j'étais un peu galvanisée, un peu trop... En fait, j'étais peut-être un peu trop heureuse. Un peu trop... j'avais l'impression que... Ça a été le retour du balancier. Tu as été un peu dans l'autre extrême. Exactement. Et dans une période aussi d'extrême optimisme, où j'ai eu l'impression que de toute façon, j'avais un peu compris la vie. Et que tout ce qui allait m'arriver, ça allait être les bonnes choses qui allaient m'arriver, et que j'étais un peu entre les mains du destin, etc. Donc, je pense que c'est un schéma qui est assez commun sur les personnes qui font des dépressions et qui ont un petit peu des grosses réalisations. Oui, c'est ça. Mais puis tu t'en ressens, puis tu ressens plus fort. Puis je le dis parce que je l'ai vécu plus qu'une fois, ce processus-là. C'est ça, mais je comprends. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Forrest est passé de simple cheval que j'aime bien au centre équestre à c'est mon cheval. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, il y a plusieurs projets de vie que je pensais avoir accomplis à ce moment-là de ma vie. J'étais à l'aube de mes 30 ans, qui n'étaient pas arrivés. Et en fait, je me suis un peu dit,
Et bah fuck off, je m'achète un cheval. N'en déplaise à, tu vois, je veux dire, est-ce que j'ai le budget? Est-ce que je peux? Je vais Vraiment, ça trouver a les été moyens. une décision exacte. Et donc, moi, faut imaginer, quoi. Je suis une cavalière qui monte, qui prend 2 cours collectifs par semaine depuis 1 an et demi. Je me cherche un cheval pour faire de l'équitation, quoi. Je me cherche un cheval pour monter dessus et faire des cours et voilà. Et j'ai bien conscience que je suis débutante et donc ça me paraît un choix tout à fait logique de prendre un cheval tout d'abord âgé, on dit jeune cavalière, vieux cheval, et aussi de prendre un cheval d'école d'équitation. Un Tu sais, je me dis, je vais me Schoolmaster, prendre un c'est cheval classique, oui. C'est vraiment le meilleur exact. cheval à acheter selon les conventions actuelles et tout C'est ça, ça. On, c'est ça. on prend un Schoolmaster pour un jeune cavalier, absolument. Exactement. Et je me souviens avoir dit, moi je veux un cheval professeur. Oui. Je me souviens avoir dit ça. Mais je parlais d'un professeur d'équitation. Je parlais pas d'un Pour te professeur de vie. montrer à bien monter à cheval. C'est ça? Exact, exact. Et donc rapidement, on m'a offert ce cheval-là. Moi, c'est comme ça que je le voyais, mais j'étais très aveuglée en fait sur sa condition réelle, à la fois sa condition physique, mais aussi le fait qu'il avait beaucoup de traumatismes et beaucoup de problèmes de comportement, qui finalement, dans le contexte où je l'ai connu, étaient un petit peu étouffés par le fait que, je veux dire, les box communiquent directement avec le manège, donc j'ai pas besoin de le sortir à l'extérieur. Tu sais, il y avait plein de choses qui faisaient que je réalisais pas à quel point ce cheval-là avait... Enfin, si on prend les besoins fondamentaux des chevaux, c'est-à-dire vivre à l'extérieur en troupeau avec du foin à volonté, ça, c'était pas rempli, par exemple. Donc, Puis c'est tellement courant, la vie des oui, chevaux qui est un peu dénaturée comme ça. Puis quand on est nouveau, dans le monde des chevaux, c'est pas quelque chose... c'est comme ça. C'est comme ça qu'on garde les chevaux. Puis, mais on réalise pas généralement à quel point ça peut les affecter puis comment ça les affecte fondamentalement. Exact. Surtout quand ça a été le cas pour toute sa vie. Exact. Donc c'est ça, je me retrouve avec ce cheval-là que je monte souvent. J'ai 1 mois d'essai avec lui, comme c'est un cheval d'école, j'ai la possibilité de le prendre 1 mois finalement en demi-pension qui fait office un peu d'un mois d'essai où tout se passe merveilleusement bien. On sort à l'extérieur, c'est un grand centre équestre avec une grande piste de course autour de tous les manèges. On galope sur la piste de course tous les jours. Vraiment, le mois d'essai parfait. Je l'achète et le lendemain, j'ai un accident. Sur cette même piste de course, en fait. L'accident, c'est arrivé par mon manque d'expérience à moi. Puis maintenant que j'ai du recul sur la situation, en fait, c'était la journée d'Halloween et on avait organisé à l'écurie une randonnée d'Halloween où on était tous déguisés et on partait en gang. Et moi, il faut s'imaginer que c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire ça. Parce que là, ça y est, je suis plus une des filles qui vient au cours d'équitation, je suis une des propriétaires. Et donc, je suis invitée à ce truc-là. Et je suis extatique, quoi. Mais je déborde de joie, puis je suis plus dans mon corps. En plus, je suis en retard, donc je suis pressée. Et donc, j'arrive, je prends mon cheval et je suis pas là, quoi. Je suis pas dans la situation. Et donc, je fais les choses qu'on fait d'habitude, sauf que d'habitude, je suis toute seule avec lui. Je m'en rendais pas forcément compte, mais j'étais très connectée à lui, très dans le moment présent à ce moment-là. Sauf que là, j'y suis pas du tout. Je galope sur la piste de course comme on le fait habituellement. Comment dire, on testait un peu les chevaux avant de partir en randonnée. On voyait si tout le monde était correct. Sauf que je pars au galop alors que tous les autres chevaux sont loin et ils m'embarquent. Et moi, on m'a jamais appris la reine d'urgence. J'ai jamais eu besoin. Je suis très peu sortie en randonnée à ce moment-là. Je sais pas comment réagir. Je connais pas le comportement du cheval. Je me rends pas compte qu'un cheval est grégaire. Pour moi, des chevaux, c'est dans des petites boîtes. Ils sont un par un dans leur petite boîte. Je sais pas qu'ils ont besoin d'être ensemble et que ça les rassure d'être ensemble.
Vraiment, hein, j'en suis là dans Dans ton mes apprentissage. connaissances à ce moment-là. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il s'en va? Je suis pas capable de l'arrêter. Et en fait, c'est moi qui me jette, quoi. Ouais. Je saute, je dismonte. Je comprends. Donc, mais jamais lui, il a essayé de me mettre par terre volontairement, quoi. Là, il était en Emballé panique, dans je pense. Il était en ses panique. propres émotions, puis... C'est ça. Il y avait personne au-dessus de lui. Il était tout seul, quoi. Moi, j'étais à des années-lumière il y a de ça, mon c'est corps ça. à ce T'étais moment-là, quoi. pas connecté à lui comme t'étais connecté avec lui dans ta lune de miel, je dirais, là, de ton C'est ça, expérience. ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que dans cette période-là de lune de miel, j'étais en confiance totale, quoi. Puis il m'a rien montré de dangereux, en fait. Puis t'avais pas fait penser, parce que quand tu sortais sur la piste, t'allais galoper, t'étais seule avec lui, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, C'est tout allait bien. Et là, c'était une nouvelle situation. Toi, t'étais excitée par le groupe, par le fait d'être ta première fois de pouvoir participer à une grande activité comme ça. Les émotions sont là, l'énergie est là. Puis, ben, ça a été comme un petit moment explosif puis là, t'as pas su quoi faire parce que Non. ça t'était jamais présenté, ça t'était jamais arrivé comme situation. Exactement. Puis c'est arrivé une deuxième fois qui m'embarque 2 ans après, une des dernières fois que je l'ai monté, en fait. Et là, c'est arrivé parce que c'était aussi un cheval qui avait eu des traumatismes à l'obstacle. Et en fait, en galopant, je suis passée trop près d'un obstacle et il a cru que j'allais le faire sauter. Mais là, j'ai su le gérer, quoi. Après ça, je les ai appris les façons. Mais oui, les chevaux font pas ce genre de choses-là par malice. Il y a une Non, raison. il a eu un comportement de cheval. Exact. Il a vraiment eu un comportement de cheval. C'est ça, il y a un comportement de cheval, il y a une situation stressante, puis il n'y avait pas la personne qui aurait pu le rassurer ou lui, parce qu'elle était plus ou moins connectée. Peut-être qu'il t'a envoyé des signaux bien avant, mais comme tu étais moins connectée. Puis à l'époque, je les connaissais pas, ces signaux-là. Puis je me casse le genou, je précise. Oui, ok, c'est ça. Je me casse le genou quand même. Grave, là. Tu sais, qui t'empêche de monter pendant plusieurs semaines, mois, j'imagine. Ouais, au moins 2 mois, je me casse la rotule. C'est surtout que je suis dépourvue de ma liberté. Oui. Parce que je peux plus conduire. Je peux plus aller à l'écurie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, parce que, bon, moi, je suis assez convaincue qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est que le fait d'acheter ce cheval, en sortant quelques mois après être revenue d'un arrêt de travail et d'avoir fait une dépression, c'était aussi une façon pour moi de m'échapper d'un job qui me convenait plus. C'était mon échappatoire j'aimais plus mon travail, j'aimais plus ce que je faisais, ça fonctionnait plus pour moi. Mais bon, c'est pas grave parce qu'à 5h, je finissais, je prenais ma voiture et j'allais voir mon cheval qui était à... C'est ça. Puis tu retrouvais ta liberté. Que là, c'était... Puis le cheval, tu sais, dans toutes les cultures du monde, est un symbole fort de liberté. Puis c'est ce qu'on va chercher souvent, tu sais, cette espèce de symbolique-là, puis en plus la relation, puis tout ça. Donc oui, je comprends parfaitement cette volonté de retrouver la liberté, puis de la reperdre parce que t'es blessé, puis tu peux plus y retourner. Ouais, là il faut s'imaginer, je suis avec une attelle sur mon canapé, je me suis commandé un petit bureau pliable, tu sais, comme une table d'hôpital. Et je suis bloquée là toute la journée dans mon travail que j'aime plus. Et ce qui est horrible, c'est que je me remets à avoir les symptômes que j'avais au début de ma dépression. Enfin, avant mon arrêt de travail, c'est quand le cerveau fonctionne plus, quand t'es plus capable de faire certaines tâches cognitivement. Et en fait, je me remets à retrouver ça, à me dire, mais là, ces tâches-là, j'étais capable de les faire, je n'y arrive plus, j'arrive plus à me concentrer dessus. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, faut que je change de travail, enfin, faut que je change de vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de quitter ce travail-là. Je trouve ça vraiment intéressant, ce parallèle-là entre Forrest, qui finissait sa carrière de cheval d'école, et toi, qui, par un accident un peu bête, t'as forcé à pivoter, de faire
prendre une décision claire pour changer ta propre orientation, ta propre carrière, ta propre occupation. Ouais. C'est vraiment intéressant. Tu sais, on avait pris des petites notes, puis le match entre lui et toi, tu disais que à cheval, à jeune cavalier, vieux cheval, est-ce que c'était vraiment le bon match pour toi? Sur le papier, non. Vraiment pas. Il y a plusieurs personnes qui nous ont connus après et qui nous ont dit « Mais pourquoi on t'a vendu ce cheval-là ?» Enfin, ça faisait aucun sens. J'étais pas équipée en termes d'expérience pour avoir ce cheval-là. Vraiment pas. Parce que tu disais puis qu'il était correspondait... gentil, mais c'est un tempérament plus chaud, plus expressif ou... En fait, c'était un cheval très peureux, très anxieux, très réactif, très sur l'œil, très... comment dire il était... c'était difficile à l'âge où il était, à l'étape de vie où il était rendu, les apprentissages étaient difficiles aussi. C'était exigeant pour lui c'est ça. de changer. L'extérieur, c'était vraiment un enjeu. Puis, donc, non, sur le papier, c'était pas un bon match. Par contre, est-ce que ça a été un bon match? Est-ce que... moi, je pense que oui. Enfin, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Puis, je suis certaine qu'après l'accident, si j'avais dit à ses anciens propriétaires, on revient en arrière, je suis certaine qu'ils m'auraient dit oui. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Au plus profond de mon cœur, je ressens qu'on s'est choisi. Forrest, des fois j'ai l'impression qu'il a un petit peu comme accepté un dernier contrat avec moi. Je sais pas comment te dire, mais ça me rend émotive déjà. Mais oui, c'était ce dont j'avais besoin, vraiment, parce que on va peut-être développer un petit peu plus sur le genre de difficultés que j'ai rencontrées avec lui et d'apprentissage que ça m'a permis de faire. Mais Forrest, si j'étais pas dans le moment présent, si j'étais pas 100% focus sur lui, il y avait rien. Enfin, je pouvais rien en tirer. Si j'étais un tout petit peu en train de penser à des objectifs, si j'étais un tout petit peu dans l'ego à me dire « Oh, je pourrais faire ça avec lui, je pourrais... » Ça marchait pas. Il m'a forcé à me dévêtir complètement, quoi. Il fallait que, quand j'étais en face de lui, les moments où ça se passait bien, les moments où j'étais capable de l'emmener en main à l'extérieur, dans la forêt, j'allais courir avec lui. On en a eu des beaux moments comme ça. On en a eu. Fallait que je sois complètement nue, quoi. Enfin, dans le sens où fallait pas que j'ai aucune émotion non processée. Fallait pas que j'ai des angoisses. Fallait pas que j'amène mes angoisses de la maison à l'écurie. Fallait que je sois avec lui. Fallait que je sois présente. Tous les chevaux sont d'une certaine façon comme ça. Oui. Mais lui, c'était... Enfin, j'ai côtoyé d'autres chevaux pendant et après Forrest. Il pardonnait pas les écarts à ça. Il pardonnait pas. En fait, c'est ça. Je pense que tu le résumes bien. Il pardonnait plus. Tu dis que tu as vécu des beaux moments, mais ça a été quoi tes difficultés, justement? Tu sais, même juste de façon très globale, ça a été quoi les difficultés? Est-ce que ça a été des difficultés de santé? Ça a été des difficultés de comportement? Toi, comment tu as repris ça quand tu as repris le travail avec lui là, après ta guérison? C'était des difficultés plutôt comportementales, dans le sens où oui, sa santé, il était pas malade, il avait pas de pathologie, mais c'est juste le corps qui était fatigué. Tu sais, mon cheval, il croustillait. Il faut s'imaginer un cheval qui fait cric, 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 cric à chaque pas. Mais niveau comportemental, Forrest, alors j'aime pas forcément... c'est pour que le monde comprenne, il me respectait pas. Je veux dire, que ce soit rentrer dans ma bulle, me foncer dedans, me marcher sur les pieds. Je compte plus le nombre de fois où il m'a marché sur les pieds. Il me dépassait en permanence. Bon, il y a plusieurs écoles là-dessus.
à quel niveau tu veux avoir ton cheval quand tu marches avec lui. S'il y a quelque chose que j'ai mis plus d'1 an puis c'est quand on a commencé le renforcement positif que j'ai réussi à lui faire comprendre que non, tu arrêtes de me dépasser. Il bousculait dans Il le me fond. bousculait. Il me bousculait, donc c'est sûr que rapidement, j'ai compris que j'avais besoin de m'imposer, c'est pas le mot, mais en tout cas de m'affirmer. Rétablir tes propres limites à toi. De rétablir mes limites, de m'affirmer, de prendre confiance en moi, mais surtout de mettre fin à des cycles de violence, en fait. Je pense que c'est vraiment un apprentissage qui m'a fait faire, parce qu'il faut s'imaginer que Forest, je l'ai eu quelques mois dans l'écurie dans laquelle je l'ai acheté, et après ça, j'ai pris la décision d'aller ailleurs, de le mettre en troupeau, etc. Parce que dans ces quelques mois, j'ai vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait certaines pratiques avec les chevaux qui, finalement, moi, je les considérais comme violentes ou maltraitantes, des maltraitances hyper banalisées que beaucoup de personnes considéreraient comme normales. Mais moi, c'était... En fait, il m'a... En se comportant avec moi comme ça, il m'a poussée à me protéger moi et à le protéger lui. Parce qu'il s'est fait bousculer probablement toute sa vie, lui. Puis le respect, ça va dans les deux sens, hein? Puis il a compris que les humains respectaient pas nécessairement ses besoins à lui. Donc, de se comporter avec des humains, prouve-moi que tu mérites ce respect-là. Puis il a fallu que tu lui prouves que tu le méritais. Mais, tu sais, par expérience des chevaux d'école, les chevaux d'école en prennent, puis en encaissent incroyablement. Puis c'est un travail exigeant qu'on leur demande, tout en restant très poli, puis à pas pouvoir s'exprimer. Puis là, tu sais, ces manques de respect, en guillemets, qu'on dirait. C'était juste qu'il s'exprimait. C'est qu'il avait enfin le droit de s'exprimer. Ouais. Je pense que je lui ai offert le droit de s'exprimer et la possibilité d'être entendu. Exact. Ça a été... mais... si je dois laisser mon cheval s'exprimer, exprimer ses émotions, si je dois écouter mon cheval, peut-être que je fasse ça pour moi aussi. Donc ça a vraiment été un espèce de travail en parallèle sur, bon, déjà, rattraper tout mon retard en connaissance des chevaux, me former sur plein de choses. Oui. Non, mais... Oui, je comprends. On dirait que j'étais une propriétaire avec peu de bagages. Quand je vois des gens qui achètent leur premier cheval après 20 ans, en tout cas de demi-pension et autres, j'étais quand même une bébé cavalière. Ce que je suis encore, à mon avis, mais en tout cas... Moi aussi. Ça fait 35 ans que je fais un cheval. Donc, c'est ça, quand faut que je... Si je laisse mon cheval s'exprimer, si je laisse mon cheval le droit de... Enfin, si j'offre à mon cheval tout ce qu'il faut pour que ses besoins soient comblés, faut que je fasse la même chose à moi. Si j'enlève mon cheval de tout contexte de violence, faut que je fasse la même chose pour moi aussi. Absolument. Ça a vraiment été un espèce de parcours en parallèle qu'on a eu tous les deux et qui a été... ça a été un apprentissage en accéléré En tout cas, j'en ai des frissons à en parler parce que on dirait que ça fait 10 ans et en même temps c'est si récent. Forest, ça fait 1 an qu'il est parti, donc c'est très récent, mais en même temps, ça fait juste 1 an. Je suis tellement une autre personne aujourd'hui, entre guillemets, que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Et j'ai l'impression qu'il est resté beaucoup plus longtemps aussi qu'il est resté. T'as eu un cheval professeur, t'as eu un cheval mentor, puis ça a été comme un... C'est drôle, la première image qui me vient, puis je sais pas si le personnage est là, mais c'est comme un Gandalf qui t'arrive, puis qui passe pas très très longtemps dans ta vie, mais qui te met sur un chemin, sur un parcours, sur une aventure, puis qui te force à te réveiller à tes propres pouvoirs intérieurs, à ta propre puissance, tu sais. Puis cette espèce
d'affirmation de soi, commencer à écouter ton cœur, ton corps, plus que d'être dans la tête et tout ça. Il m'a vraiment poussée à écouter mon cœur et mon intuition. Je pense que tu mets le doigt dessus aussi. Je l'ai pas nommé, mais j'ai une petite anecdote. À un moment donné, je fais venir l'ostéopathe et voilà, c'est un ostéopathe que je connais. Puis d'habitude, mon cheval, ça lui fait du bien, ça le détend, ça le relaxe, etc. Ça lui fait du bien. Cette fois-ci, il vient et il me dit, ça débloque pas. Je sais pas, ça débloque pas. Il me dit, je te le remets au box, je vais faire les autres chevaux et je vais le revoir. Le ressort pas au champ parce que je voudrais le revoir avant de partir. Et en fait, j'ai eu une espèce d'intuition qui est montée très fort. Et je lui ai dit, mais fais la tête. Mais je sais pas d'où ça m'est sorti. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il me dit, ok. Je sais pas, il m'a écouté. Et il lui a mis les mains sur le crâne et il m'a dit, ok, ça y est, c'est bon, c'est passé. Mais tu vois, c'est dans ce genre de petits trucs, dans ce genre de petits ressentis, intuitions, c'est un genre de claire connaissance, des choses que tu sais, mais tu sais pas pourquoi tu les sais. Parce qu'on s'entend, t'as pas une formation anatomique d'ostéopathe ou Non. C'est pas ton travail de tous les jours. Non, j'ai aucune connaissance anatomique. Puis c'était vraiment juste une espèce d'intuition qui est sortie. Et en fait, ça, c'est juste un exemple parmi plein, quoi. C'était très... En fait, j'ai appris à écouter mon intuition avec lui parce que j'avais pas le choix. Je dirais, je suis en face d'un cheval et il me parle pas. En tout cas, je connais pas son langage. En plus, c'est un cheval qui a jamais été mis en troupeau, donc qui a pas tant... Il n'y a pas un langage qui a pas tant cheval les très codes pour développé. communiquer. Fait que c'est ça. J'ai appris à écouter mes intuitions, parce que tous ces apprentissages-là que je narre depuis le début du podcast, tout était très intuitif en fait. Tout était hyper. Ça, c'était fluide. Il y avait des choses qui n'étaient pas fluides dans notre relation, dans le fait que je le travaillais, etc. Mais par contre, si une séance s'était mal passée, en l'espace du temps qui me séparait de la maison, entre l'écurie et la maison, je savais pourquoi ça s'était mal passé. Je veux dire, j'avais pas... c'était très clair. Qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que j'avais pas process, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais pas fait. T'étais à l'écoute de ces difficultés-là, puis des raisons, puis tu cherchais. Puis, puis dans ces apprentissages-là, tu sais, les méthodes qui avaient fonctionné jusque-là, jusqu'à son changement de carrière, fonctionner à un certain niveau, là, pouvaient plus fonctionner parce que il avait décidé qu'il y en avait assez. Donc là, tu étais en recherche et lui aussi probablement. Donc cette recherche-là de nouvelles relations, comment qu'on se parle, comment qu'on se fait comprendre, je trouve ça très beau par contre. Je te trouve choyée d'avoir eu le manque d'expérience pour faire ces expérimentations-là. Ouais. Parce que des fois, avec beaucoup d'expérience, on a des filtres qui se sont créés puis qui se sont mis dessus, puis des perceptions qui sont pas nécessairement réelles, qui sont des idées reçues, des façons de faire traditionnelles. Ben, c'est toujours comme ça que ça se fait. Des professeurs qui disent des opinions de l'un de l'autre. T'avais un peu cette naïveté, cette belle naïveté-là, qui t'a permis d'expérimenter puis d'observer réellement qu'est-ce qui se passait. Donc, c'était Oui. Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui avait accroché, puis tu réanalysais ce que tu avais vécu puis de ce que tu avais observé de ton cheval, puis tu essayais d'autres choses pour y aller. Donc, non, ça n'a pas toujours été facile. Certainement pas. Mais il y avait cette espèce d'esprit du débutant qui est magnifique aussi, tu sais, dans le sens où... Mais tu vois, à l'époque, là, je repense à ça maintenant que tu le nommes. À l'époque, je souffrais de pas être entourée. Parce que oui, je suis allée dans une autre écurie. Faut s'imaginer, la plupart des gens qui écoutent le podcast sont en France, au Québec, des coachs orientés,
approche éthologique, entre guillemets. C'est beaucoup au Québec, c'est beaucoup. Ouais, tout ça. Non. C'est ça. C'est beaucoup horsemanship, un petit peu à la dure, oui. chaîne sur le nez, etc. Ou équitation classique aussi un petit peu à la dure. Maintenant, tu sais, ça fait juste 2 ans et je trouve qu'en 2 ans, ça a largement changé. Si j'étais dans la même situation aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de ressources pour me faire aider avec mon cheval. Mais oui, c'est vrai que j'étais toute seule pour faire mes expérimentations, mais ça, j'en ai souffert. J'aurais aimé recevoir de l'aide. Il y avait une coach que j'étais capable de faire venir, mais voilà, c'était quand elle était en déplacement dans la région. Je pense que j'étais capable de la voir une fois tous les 2 mois. C'est pas beaucoup, quoi. Non, vraiment Une pas. coach en qui je faisais confiance et qui avait une approche un petit peu plus correspondait à tes propres valeurs à toi. C'est ça. Faut s'imaginer, donc je l'ai sorti une première fois de l'écurie dans laquelle je l'ai acheté pour le mettre pendant quasiment 1 an dans une écurie, une petite écurie, une propriétaire bien sympathique. Les chevaux étaient bien traités, étaient très à l'écoute de ses chevaux, mais étaient quand même avec des méthodes un petit peu plus à l'ancienne, donc elle pouvait pas m'aider tant que ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que Forrest s'est jamais adapté au troupeau. En fait, il était prédateur. C'est un peu le problème qu'il laissait jamais les chevaux tranquilles. Il se faisait ramasser de temps en temps par les plus dominants, les plus leaders du troupeau. Mais les 2-3 plus faibles, il les laissait pas tranquilles, il les laissait pas manger. Un cheval qui s'est mis à tiquer. Ils étaient au pré, à l'extérieur. C'est ça, il était agressif, c'était compliqué. Il n'avait jamais appris à vivre avec un troupeau parce qu'il avait été mis dans une petite boîte dès l'âge d'1 an, probablement. C'est ça. Fait qu'on s'est fait mettre dehors de cette écurie-là au bout d'1 an. Donc, Forrest s'est fait mettre dehors, surtout. Moi, je pense pas que c'était moi le problème. Bah oui, un petit peu parce que la propriétaire de l'écurie proposait d'un peu de le reprendre en charge. En tout cas, elle était intéressée à participer à son éducation, mais c'était une éducation chaîne sur le nez. Fait que moi, c'était tu voulais pas aller absolument hors de question. Donc, ça m'a forcée à trouver en fait l'écurie dans laquelle je suis aujourd'hui encore. En fait, j'ai gardé ma place, même si Forrest est plus là, à connecter avec des gens. Toi en l'occurrence, mais plus proche de moi ici, vraiment dans mon comté. Des gens. En fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, et c'est ça, quoi. Quand on trouve les lieux, quand on connecte avec les bonnes personnes, maintenant, on dirait que j'ai quasiment l'embarras du choix en termes de coach, quoi. Je peux prendre des cours avec plusieurs personnes avec qui j'ai un accord sur de nombreux principes. Alors qu'à l'époque, j'étais complètement isolée, j'avais pas tout ça. Donc, Forrest m'a permis de m'affirmer jusqu'au bout. Parce que quand je m'affirmais à demi-mesure, quand je suivais pas complètement, tu sais, je restais un petit peu en dissonance cognitive. Absolument. Et ça... Puis on le ça fonctionnait pas du tout. Ouais, c'est ça. Puis lui, cette incohérence-là est intolérable chez la plupart des chevaux, mais il y en a des chevaux qui sont encore plus intolérants pour l'avoir accepté pendant si longtemps. À un moment donné, quand tu leur ouvres la porte puis que tu leur montres qu'il y a autre chose, il y a peu de retour. Il y a un point de non-retour. La barre est élevée. Puis on redescend plus jamais en dessous de la barre. Exactement. Donc, c'est un petit peu tout ce qui m'a fait traverser pendant ces années. Et en même temps, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais avec lui, j'avais l'impression de faire aucun progrès, de stagner complètement, parce que lui faisait très peu de progrès, entre guillemets. J'étais capable de capitaliser sur des choses qu'il savait très bien faire. C'est un cheval qui se longeait très bien, même en liberté, qui était très, par exemple, alerte au changement d'allure juste à la voix, parce que c'est des choses qu'il avait fait pendant des années. En selle, ça allait bien aussi. Il y avait plein de trucs qui allaient bien. Mais si j'essayais de lui apprendre, je sais pas moi, des petites choses... Il connaissait ses pitons, comme on dit au Québec. C'est ça. Il avait les petits déclencheurs qu'on connaissait très bien. Il avait des pitons, exact. Mais si j'essayais de lui apprendre des nouvelles choses comme, je sais pas moi, des choses avec des méthodes plus... Je regardais beaucoup à l'époque Andy Booth et compagnie. Ça ne rentrait pas. Je veux dire, ça fonctionnait pas. Alors, moi, j'étais beaucoup moins expérimentée aussi, mais c'était difficile. Et donc, moi, j'avais l'impression de stagner, de pas progresser. Je me trouvais nulle. J'allais prendre des...
qu'on attend de Exact. voir, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans les vidéos, qu'on voit ici, puis ça. Exact. Mais le résultat après était ça, autrement. Ouais, bah Il était oui, pas mais celui le résultat, il m'a quand même permis de travailler plein de choses. Là, je parle équitation. Oui. Et en fait, quand tu m'as mis après ça un cheval équilibré dans les mains, c'est devenu facile. Non, c'est pas facile. J'ai des difficultés, mais on dirait comme mes premières séances avec Aragon, j'étais comme, voyons, je me trouvais bonne, alors que c'est rare que je me trouve bonne. J'étais, mais tout ce que j'ai appris, je me rendais pas compte de tout ce que j'avais appris. C'était incroyable. Quel beau J'ai cadeau réalisé qu'il en fait t'a tout fait, ce qu'il m'avait appris. Ouais. Parce que tu le voyais pas progresser, lui. Parce que lui, je le voyais pas progresser, non. Puis la progression dont tu parles, c'était une progression de savoir faire des nouvelles manœuvres, savoir faire dans l'expression ou plus dans la connexion avec toi? Les deux. En fait, le gros problème qu'on avait dans le travail ensemble, c'était que Forrest, s'il montait en anxiété, il redescendait pas. Quand on perdait le cerveau complètement. Et comme il fallait peu de choses pour qu'il monte en anxiété, il fallait peu de choses pour le mettre sur l'œil, Irrécupérable. C'était souvent irrécupérable, entre guillemets. Fallait laisser la journée passer et revenir le lendemain. Et ça, c'était difficile. Et en fait, le seuil était facile à dépasser. Ouais. Tu sais, tu m'as parlé du crâne, puis ostéopathiquement parlant, là, le crâne puis le sacrum, chez le cheval, chez nous aussi, mais chez le cheval, c'est vraiment les deux extrêmes de notre système nerveux central. Puis quand on vit beaucoup de traumas, quand on vit beaucoup de choses différentes, des fois, les connexions se font moins bien. Puis ça fait que, justement, cette anxiété-là, quand tu as été tout le temps en mode sur le qui-vive toute ta vie, le piton, je dis encore le piton, mais l'interrupteur reste collé. Puis il reste en mode anxieux, en mode, c'est très difficile de revenir, puis de rassembler, puis de revenir au mode rest and digest, puis de reposer, puis de revenir. C'est ça. Tu sais, les situations stressantes sont tellement stressantes, mais on sait plus comment revenir. C'est tout à fait ça. Mais quand tu vois partout dans les vidéos que tu regardes, parce qu'évidemment, je suis toute seule, j'ai personne pour me former, les seules choses que je peux regarder, c'est des vidéos, des formations, des trucs, que tous les chevaux sont capables d'eux, que tous les chevaux doivent apprendre à gérer leurs émotions, etc. Tu te dis, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Ce qui est tellement faux, parce que chaque chose... C'est ça. Tous les chevaux peuvent, oui. Mais il faut pas qu'il ait été hypothéqué, il faut pas, tu sais, il y a des blessures, il y a des blessures physiques, puis il a appris à se déconnecter. Ouais. Il était comme moi, il était pas dans ses membres, ce cheval-là. Il était en haut. Oui. Tout le temps. Ben, tu vois, puis c'est super difficile de revenir sur pied quand t'es pas groundé, quand tu sens pas tes pieds. Quand tu ressens pas le sol, l'énergie, elle reste en haut, puis elle sait plus quoi. Puis je dis énergie, mais c'est de l'énergie neurologique, c'est de l'énergie physique, puis aussi spirituelle, dans un sens. C'est comme c'est très difficile de revenir puis s'incarner sur Terre. Quand tu crois que l'incarnation, c'est difficile, puis que c'est exigeant, puis tout ça, c'est bien plus facile de rester... Ben, facile. C'est un réflexe qu'on peut avoir. Mais Forrest, il était comme ça, puis moi aussi. J'étais comme ça. Ça m'a permis de le travailler, mais ça veut pas dire que ça l'a vraiment amélioré pour lui. Mais par contre, moi, ça m'a permis de le travailler. Et c'est vrai que tous les beaux souvenirs que j'ai, tous les beaux moments que j'ai avec lui de calme, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, je me concentre vraiment sur les apprentissages qui m'a fait passer à la dure, mais c'est un cheval avec qui j'ai passé parmi les plus beaux moments de ma vie. Et ces moments-là, j'étais dans mes pieds, quoi. J'étais vraiment, j'y faisais des bains d'argile, enfin des cures d'argile, et puis moi je me mettais nu-pied dans l'herbe, et ça c'était magique. On marchait tous les deux. Il y avait, il a été chouette quand même l'écurie dans laquelle on était, et la terre était saine. C'était un endroit où l'énergie était saine. Et vous avez pu tous les deux vous déposer. Ouais, vraiment, vraiment. Même si la guérison n'a peut-être pas été complète pour lui,
Ni pour toi, probablement, parce que... Ni pour moi, à ce moment-là, ni pour moi. Ouais. Mais où vous avez pu vous déposer et commencer ce travail de guérison-là. Ouais, ça a été un endroit de passage qui nous a permis de délester beaucoup de choses aussi. Oui, exact. Et c'est ce qui s'est passé pour lui aussi, c'est qu'en arrivant ici, il a vraiment eu une décompensation. Tout le stress qu'il avait retenu pendant des années, il en a vraiment lâché beaucoup et ça a impacté son corps. Certainement. Bon, si je reviens, mettons, à l'accident, qui a été comme un moment de coupure puis de réapprentissage à ralentir, tout en étant comme un deuil de la perte de liberté que tu venais de regagner, comment as-tu pu renouer avec ce dont tu avais besoin? Pas seulement ce que tu avais envie, mais ce dont tu avais besoin. Tu as parlé de ta carrière, mais est-ce qu'il y avait autre chose au niveau physique, émotionnel, spirituel même, dans ta relation avec Forest? L'autre élément qui a été vraiment en parallèle de tout ça, en parallèle de tout ce que je raconte, c'est de renouer un petit peu plus avec ma spiritualité, sur laquelle je mets pas de dénomination particulière, mais simplement le fait de m'en remettre un petit peu plus à mes intuitions, d'accepter en fait que je suis rien que je suis rien à l'échelle de l'univers entier, que je suis un petit rouage dans un énorme écosystème, mais qu'à la fois j'ai la toute-puissance sur mon tout petit rouage à moi et que je peux rien contrôler de ce qui se passe autour de moi, mais par contre j'ai l'entièreté de la puissance à mon échelle. Donc c'est pas forcément une bonne façon d'expliquer ma relation avec ma spiritualité, mais Forest a été un guide à la fois de tout ce dont j'ai parlé, mais ça a été aussi un guide spirituel parce que c'est difficile à expliquer à quel point l'avoir dans ma vie m'a permis de reconnecter à une sorte de magie, en fait, une sorte de... En fait, avec Forest, j'ai accompli mon rêve d'enfant. Et donc, j'ai un peu guéri ou apporté quelque chose de très positif à mon enfant intérieur. Et donc, c'était beaucoup plus facile de renouer avec cette part de moi. Et cette part de moi-là, elle croit en la magie, elle croit que les animaux parlent et tout ce que ça implique, en fait, et toute cette espèce d'émerveillement. Donc, Forest m'a permis de me reconnecter avec le petit morceau de moi qui croit en la magie. Et il y a aussi ma tête qui pense à la science donc je suis Verseau, donc je suis toujours en espèce de balance entre la science, ce qui est prouvé, etc. C'est mon côté cynique et le petit bout de moi qui sait que mon cheval me parle des fois et qui me dit des trucs absolument profonds et vrais et donc l'avoir dans ma vie pendant 2 ans, ça a été de l'émerveillement constant malgré toutes les difficultés, malgré les leçons, les claques, les fois où il m'a marché sur les pieds, les fois où je suis repartie de l'écurie en pleurant, etc. Ce que je retiens, c'est l'émerveillement, la magie vraiment qu'il a mis dans ma vie. Ça a été... c'est indescriptible. Je suis toute émue, tu me parles, tu dis ça. Il y a une partie de notre enfant intérieur, tu sais, puis tous les gens qui aiment les chevaux, on a tous déjà été les jeunes enfants fascinés par les chevaux. Qu'on ait eu la chance de les avoir dans notre vie ou pas, on rêvait de ces moments magiques qu'on voyait dans les films, on voyait ça dans les romans, tu sais, mon rêve à moi, c'était, tu sais, Alec, puis les talons noirs. Les talons noirs. Puis Black Beauty. Moi aussi. Puis... il était assez beau, Alec, en plus. Il était si beau dans les séries. Ce rêve-là d'émerveillement puis de relation, tu sais, vraiment idéalisé des chevaux,
Puis on arrive dans le monde des chevaux, puis c'est pas si idéal. C'est pas un monde de licorne. On est confronté à plein de choses extrêmement difficiles à vivre avec nos chevaux. Ne serait-ce que les soins, l'énergie qu'on doit y mettre, l'effort, la rigueur, l'apprentissage, de s'affirmer dans un monde qui est pas facile, de s'affirmer dans un monde où le choc des valeurs peut être intense. En même temps, d'être capable de garder cet émerveillement-là, puis cette naïveté-là, puis cet espoir-là qu'il y a plus à la vie, malgré ces coups durs-là, c'est un des cadeaux les plus beaux que les chevaux nous font. Ouais. Avant le podcast, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais un peu de... Tu te trouvais en ce moment un peu dans une période un peu cynique, un peu moins connectée à ta magie. J'ai envie de te demander si Forrest était là, si Forrest il pouvait te le dire à ce moment-là, quel serait le message qu'il te dirait en ce moment? Je pense qu'il me dirait good job, que je continue à faire vivre ces apprentissages et je pense qu'il me dirait de laisser aller la peur, parce que depuis qu'il est parti, il y a une partie de la magie que j'ai fermé la porte. Et maintenant, les chevaux avec qui j'ai la chance de passer du temps, c'est pas mes chevaux. Et je les aime. Aragon, je l'aime très très fort. Mais c'est pas mon cheval. Alors il y a une porte que je veux pas ouvrir. Parce que quand c'est pas tes chevaux, tu te sens de garder une limite. Et j'ai l'impression que j'ai un peu fait un amalgame de tout ça. Et je me suis dit, Forrest est plus là. Donc la magie, elle est plus là non plus. Elle n'existe plus non plus. Et je pense que c'est parce que j'ai peur de ce que je pourrais ressentir enfin, je pense que j'ai de la peur aujourd'hui. Ouais, de perdre, de souffrir à nouveau. Je pense que j'ai cette peur-là, et j'ai aussi vraiment des résidus traumatiques de l'accident que j'ai eu, parce que moi, faut s'imaginer que je suis tombée à cheval qu'une seule fois. Et je me suis... Enfin, voilà, toutes les répercussions. Enfin, maintenant, dans le podcast, vous comprenez que cette chute a eu énormément de répercussions. Donc, j'ai un espèce de fond traumatique de peur que j'ai décidé d'attaquer bientôt. Je dirais attaquer, c'est pas le bon mot, mais d'apprivoiser bientôt. Mais je pense qu'il me dirait, c'est bien, tu continues à progresser, mais laisse place à la magie. Ouais, laisse place à la magie pour pouvoir, comment dire, laisser aller la peur, quoi. Ouais. C'est un beau message. C'est un très beau message. Ouais. Merci, Forrest. Il était absolument sage, ce cheval. Un grand sage. Un grand sage, en effet. Un grand sage. Il y a de ces chevaux dans notre vie qui nous choisissent, qu'on choisit, mais puis si on les écoute, puis je pense que c'est un des beaux cadeaux que tu t'es fait, je pense, c'est d'être à l'écoute de ces messages-là. C'est pas tout le monde qui veut aller là. Écoutez ça. C'est difficile d'être confronté à ses propres limites, puis à ses propres erreurs, puis à ses faux pas, puis à sa propre agressivité, puis aux frustrations qu'on vit, puis de se remettre en question, mais sans abandonner. Puis t'as refait ces petits pas-là avec des chevaux qui sont pas à toi, mais avec qui t'as des petites connexions aussi. Puis oui, j'ai des grandes connexions. Puis tu vois, Lancelot, qui est un cheval important pour moi, qui est le grand cheval gris, qui est dans le même enclos qu'Aragon.
c'est un cheval qui m'a démontré qu'il allait, qui m'a démontré qu'il allait prendre soin de moi quand Forest serait parti. Quoi. On a comme pas un accord, mais il a un rôle à jouer. Enfin, il est d'accord pour jouer un certain rôle dans ma vie. Donc j'ai des chevaux que j'écoute, de qui je me sens très connectée cœur à cœur. Mais maintenant, tu as plusieurs chevaux professeurs. C'est ça. En fait, j'ai jamais été toute nue devant un cheval au complet comme je l'ai été avec Forest. Ça a été une aventure, une expérience tellement forte dans tous les sens du terme, quoi. Ça a été fort en termes de belles émotions, ça a été fort en termes d'émotions plus difficiles. Puis là, je pense que on avait prévu de conclure l'épisode sur sa fin de vie. Sa fin de vie, ça m'a encore une fois fait passer par toutes les émotions et waouh, c'est ça, je sais pas comment et si je vais le revivre un jour. Je sais pas si je veux le revivre un jour de cette façon, mais je veux un jour avoir un cheval avec qui je vais être connectée 100% du temps, comme avec Forest. Mais Forest est toujours là. Enfin, il est encore là. Absolument. Il fait encore son travail. Absolument. Avec moi. Et je pense à Lancelot, puis tu sais, tantôt, c'est un autre gentleman, celui-là, là. Ouais. Je l'ai rencontré, lui. C'est un chevalier. Oui, c'est ça. C'est vraiment le personnage de Lancelot, son nom lui va extrêmement bien. Très noble. Mais, tu vois, son nom lui va bien. Moi, je crois que les noms ont un impact sur l'énergie que les chevaux vont dégager. Forest, c'est le nom que je lui ai choisi, mais c'est pas son nom. Et j'ai pas envie de dire son nom, parce que j'ai décidé dans la préparation de l'épisode de rester plus discrète sur son passé. Mais son nom porté, je pourrais essayer de trouver un synonyme, mais son nom, c'est l'équivalent de quelqu'un qui va nous défier et nous pousser dans nos retranchements. C'est ça son vrai nom à Forest. Forest, c'est son petit surnom de douceur que je lui ai donné parce que je trouvais que l'énergie de son nom était... Mais je veux dire, c'est le nom qu'il a porté pendant 18 ans. C'était ça, son énergie. C'est le rôle que les humains lui ont donné. Son rôle, c'était de nous pousser dans nos retranchements. Et c'est ce qu'il a fait, et c'était son nom. C'est ça qui est complètement fou. Donc, dans les grands apprentissages, tu parles du message qui te donne de laisser aller la peur, de lâcher prise. L'un des plus grands et difficiles défis d'un propriétaire de cheval, c'est d'arriver un jour à la décision de le laisser partir et de l'aider à partir. De choisir le moment de son euthanasie, d'avoir cette lourde tâche et lourde responsabilité, d'avoir droit de vie et de mort sur un animal qu'on aime au plus profond de notre cœur, tu sais. Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis quand est-ce que tu as su que c'était le moment? J'ai su que c'était le moment environ peut-être 3 mois avant que ça se fasse. J'ai commencé à le sentir. C'est difficile à expliquer factuellement comment je l'ai su, mais j'avais l'intime sensation qu'il avait plus envie de rien faire, qu'il avait plus envie d'aller au manège, qu'il avait plus envie d'aller se promener, qu'il était bien juste dans son box. Et en parallèle de ça, il a eu une accumulation de problèmes physiques, des petites choses qui s'accumulaient. Le fait qu'il soit au box, il fondait, il perdait sa masse musculaire. Et on dirait que le corps était plus à même de se guérir. Il avait plus aucune capacité d'auto-guérison. Mais je me l'avouais pas. J'arrivais pas à le... Et puis je me souviens, des fois j'en parlais avec des gens à l'écurie, je me disais mais c'est quoi mes solutions? Qu'est-ce que je vais faire? Je voyais qu'il était plus bien. Je suis dans une écurie formidable où tout ce qu'ils sont en mesure de faire pour Forest,
ils l'ont fait ou ils vont le faire. Ils lui ont créé un enclos pour lui parce qu'on est arrivé à la conclusion que même tout seul avec une seule jument, ça marchait pas. Il était trop. On l'a essayé. On a fait plein on a eu plein de solutions possibles pour le mettre avec d'autres chevaux. Ça fonctionnait pas. Ils lui ont fait un enclos juste pour lui. Enfin, tout ce qu'ils ont pu faire pour ce cheval, ils l'ont fait. Et ils en auraient fait encore. Et ils seraient encore en train d'en faire parce qu'on en a d'autres, des chevaux avec des besoins particuliers et tout est mis en place pour eux. Une chance incroyable qu'on a eu d'être là. Donc, on est déjà face à plusieurs accommodations. C'est le seul cheval qui rentre la nuit, c'est le seul cheval qui est tout seul. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place. Je commence à arriver à un stade où je suis plus capable de faire quoi que ce soit comme travail avec lui. Que ce soit le faire bouger physiquement, lui faire faire... Les seuls trucs que j'arrive à lui faire faire, c'est dans l'écurie. Donc je me trouve un système, je ferme tous les box, il y a 6 box dans notre écurie, des box un peu d'urgence, je les ferme tous, je bloque le bout de l'allée, puis on fait des petits exercices à la cible ici, des petites flexions, des petits trucs. C'est la seule chose que j'arrive à lui faire faire. Et ça commence à devenir lourd pour lui. Il est plus bien, sauf dans son box. Dans son box, tout allait bien. Sauf qu'il fondait en masse musculaire. C'était un cheval qui avait énormément d'arthrose. Donc, on déplaçait les problèmes. Jusqu'au jour où vient une coach en qui j'ai grandement confiance, vient nous donner un cours. On arrive, on l'emmène dans le manège, on le met en liberté, puis il capote sa vie, il est à la barrière, il est ni... Enfin, vraiment, et je lui dis, c'est juste ça que j'ai en ce moment. Et même elle, puis c'est pas la première fois qu'on fait des séances avec lui, puis même elle trouve qu'il est... Comment dire ? Que c'est difficile de travailler avec lui, que c'est difficile de se connecter avec lui, que c'est difficile plus que bien des chevaux. Et là, je dis le mot, j'arrive à le sortir, je dis, mais je me demande si c'est pas la fin, si c'est pas le moment où il faut que je choisisse de l'euthanasier. C'est la première fois que j'ai le cran de le dire, et en face de moi, j'ai quelqu'un qui me dit, probablement que c'est le moment, si t'y penses, et puis de le voir comme ça. Donc c'est là que j'ouvre la boîte de Pandore, en fait. Et mais ça a pas été aussi facile que ça. C'est que j'ai commencé à en parler aux gens de l'écurie. Puis il faut s'imaginer que c'est un cheval de qui beaucoup de personnes s'étaient pris d'affection. Donc oui, c'est ma décision, mais elle impacte pas que moi et elle impacte pas que lui. Et en fait, autour de moi, on n'a pas compris immédiatement. Et je comprends que des gens qui nous ont vus à ce moment-là n'aient pas compris ma décision. Parce qu'il s'est passé quelque chose de quand même un peu spécial. C'est qu'à partir du moment où j'ai accepté au plus profond de moi que c'était la fin et que la prochaine étape c'était l'euthanasie et que vraiment je l'avais accepté, pendant une courte période de temps, je pense à peu près 2 ou 3 jours, j'ai vu mon cheval changer de comportement comme s'il était soulagé. Et en fait, il était beaucoup plus joyeux. On voyait un peu moins les signes de son mal-être. Et il était encore vraiment magané physiquement. Il était pas bien physiquement, mais on sentait qu'il avait plus d'entrain que ces 6 derniers mois, quoi. Et donc, pour des personnes qui ont appris ma décision et qui, en face d'elles, avaient ce cheval-là, je comprends que ça ait pu éveiller des questions, tout du moins. Je me suis fait challenger. On m'a offert des opportunités, on m'a offert des solutions. On m'a offert de réduire à une fraction le coût de sa pension. Est-ce que c'est pour l'argent que je peux plus le garder ? Est-ce que c'est... on m'a offert de s'en occuper. On m'a offert plein de choses. J'en démordais pas, mais à un moment donné, ça a été quand même trop. Ça a été trop on m'a trop challengé. Donc j'ai dit ok,
J'avais une date de planifier avec la vétérinaire. J'ai annulé. Mais j'ai dit, OK, vous qui me challengez, vous allez vous en occuper avec moi maintenant. OK. Si moi, je suis au bout, c'est ça. Si moi, je suis au bout de ce que je peux faire, et si vous voulez tant que ça le garder en vie, si vous voulez tant que ça lui sauver la vie, OK. Mais vous faites chacun une séance avec lui par semaine parce qu'il faut le remuscler. Sinon ça ira pas. Puis personne n'a rien réussi, quoi. Personne n'a réussi. Et c'est que des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Donc je pense qu'à un moment, ça venait du cœur, ça venait vraiment de... Ils m'ont vu galérer avec ce cheval-là pendant des mois. Ils se sont dit, elle y arrive pas, mais c'est pas une raison. Je les comprends. J'ai aucune... C'est des gens que j'aime beaucoup. Je comprends leur raisonnement. Je comprends le fait qu'ils aient voulu essayer. Puis je suis allée voir mon cheval et je me suis excusée parce que ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où la date était prise, où le rendez-vous était pris, j'ai senti vraiment un poids se libérer de lui. Et là, il a fallu que je lui explique que non. Il fallait que tu repousses encore. Que fallait que je repousse. Alors, je lui ai demandé de m'aider. Je lui ai demandé je lui ai dit, il leur faut un peu de temps à eux pour accepter. Donc, on va attendre que ce soit bien clair pour tout le monde. Et voilà, ça a pris un mois. Puis il y a eu cette générosité-là pour le faire. Ouais. Mais ils ont fini par voir. Ouais, c'est ça. Tout, ouais. Ils ont fini par voir ce que toi, t'avais vu avec ta proximité puis ton intimité que tu avais développée avec lui. Ouais. Quand tu leur as demandé d'entrer dans cette intimité-là, puis dans le soin, puis dans le... Ça leur a pris pas si long temps pour réaliser, pour se rendre compte à quel point ils souffraient physiquement, puis probablement mentalement aussi. C'est ça. Donc, ça a vraiment pas été long pour que tout le monde tombe un petit peu du même avis que moi, ou en tout cas accepte que la décision était prise et que je l'avais juste... Mais quand même, ça m'a obligée à m'affirmer. Et ce qui est drôle, c'est que ça a vraiment été un fil conducteur de son passage avec moi, c'est l'affirmation de moi. Au début, il s'agissait de s'affirmer avec des gens avec qui j'étais pas d'accord. C'était des gens avec qui je partageais pas les mêmes valeurs. Et il a fallu que je m'affirme auprès de gens comme ça. Et ça a été dur, parce qu'à l'époque, ça pour moi, c'était dur. Mais à la fin, son dernier test, c'était que je m'affirme, mais auprès de gens que j'aime, qui m'aiment, qui aiment les chevaux, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui veulent mon bien, qui veulent le bien de mon cheval. Il fallait que malgré ça, je leur dise moi je sais, c'est ma décision, c'est le lien que j'ai avec mon cheval, il n'y a personne ici qui l'a. Et ça a été dur, mais ça a été... je me suis sentie extrêmement fière de l'avoir fait parce que je l'avais honoré lui. Et dans sa fin de vie, j'ai vraiment senti que je l'avais honoré et que j'avais... que j'avais rempli ma part du contrat. Et lui, tout ce qu'il avait fait pour moi, avec cet acte, cette décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie, je pouvais lui rendre tout ce qu'il m'avait appris, entre guillemets. Et moi, je vois pas la mort comme la fin. Ça, c'est dans mes croyances personnelles. J'embarque personne dans mes croyances, mais pour moi, la mort, c'est le détachement du corps physique. Et voilà, son corps physique à Forest, c'était devenu un fardeau. C'était plus possible et je ressens que je l'ai délivré, en fait. Et qu'il est mieux maintenant. Je pense que c'est la plus belle conclusion qu'on pourrait faire. Cet hommage-là qu'on lui fait aujourd'hui, parce que je pense bien que cet épisode, c'est un hommage à la grande sagesse de Forest. Tu l'as honoré dans sa vie, tu l'honores maintenant où qu'il soit.
tu honores ce qui reste. Merci, Forest. Là-dessus, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir témoigner de ça. Tu m'avais parlé un peu de ta Forest, mais on n'était jamais allé autant dans le détail. Je suis vraiment reconnaissante que tu m'aies choisi pour te poser ces questions-là, de te guider un peu dans cette discussion-là. Mais moi, je pense bien que Forest m'a guidée moi aussi dans les bonnes questions. Donc, merci beaucoup pour ce beau message. Merci Forest. à toi. Merci d'avoir accepté de prendre cette place aujourd'hui et merci pour ton ouverture de cœur. Merci pour la petite centration, méditation que tu m'as fait faire au début, qui m'a beaucoup calmée. Et puis, on va se retrouver dans le prochain épisode parce que je reprends ma place. Bien et sûr. On va justement parler d'Aglaé. La belle Aglaé. Donc, restez à l'écoute pour connaître l'histoire de Marie-Hélène et d'Aglaé.